Cette semaine, à info.tvc, le lancement de la nouvelle politique de développement social de la Matapédia. Des vitrines sont organisées dans le cadre de la rencontre du printemps 2024 qui se déroule à Amqui. Le 26 mai marquera la nouvelle saison du marché nomade de la Matapédia. On vous présente l'exposition de peinture qui était organisée dans le cadre de la Semaine de la santé mentale. Une biologiste trace le portrait de la population de saumon et du bar rayé de la rivière Matapédia. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 10 mai 2024 d'Info.tvc. Dimanche, ce sera la fête des mères. On le sait, le rôle d'une mère est un rôle à vie et ce n'est pas toujours facile de parfaire à l'éducation des enfants. Donc à toutes les mamans, grand-mamans, belles-mamans et toutes les personnes qui s'occupent d'enfants, merci pour le bon travail parental que vous effectuez. Je vous invite tous à prendre le temps de célébrer votre maman qui est toujours là derrière vous. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 10 mai 2024. En août dernier, la MRC de la Matapédia a adopté un règlement relatif à l'obligation du nettoyage des embarcations nautiques via des stations de lavage certifiées avant leur mise à l'eau dans le lac Matapédia. 3 endroits stratégiques étaient ciblés pour l'aménagement des stations de nettoyage certifiées. Le camping d'Amqui et la marina Albert-Lévesque de Valbriand ont déjà reçu leur subvention et ont déjà fait installer leur station de lavage. Du côté du parc Pierre-Brochu de Sébec, la station de lavage se fait toujours attendre. En raison de la situation, la municipalité se voit dans l'obligation de fermer temporairement l'accès au débarcadère du parc Pierre-Brochu jusqu'à ce que les infrastructures soient construites et conformes aux règlements formulés par la MRC. Les gens qui voudront procéder au débarquement de leur embarcation devront se rendre soit à Amqui ou Valbriand. Le conseil municipal de Sébec se dit optimiste pour la suite des choses et espère concrétiser le projet d'ici le 15 juin. Rappelons que la MRC a adopté ce règlement par mesure préventive pour protéger la qualité de l'eau suite à la récente détection de l'ADN de moules zébrés dans le plan d'eau matapédien. Dans le domaine médical, la pénurie de main-d'œuvre affecte particulièrement les employés du laboratoire de l'hôpital d'Amqui. Selon le syndicat de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, qui représente les technologistes médicaux au Bas-Saint-Laurent, la situation présentement est critique en raison des quarts de travail difficiles à combler, du temps supplémentaire obligatoire et de la réduction de l'embauche de main-d'œuvre indépendante. Avec l'arrivée de la saison estivale, la situation pourrait s'alourdir. De son côté, le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent concède que la situation est plus fragile à Amqui, mais que la pénurie de main-d'œuvre qui sévit en ce moment n'est pas catastrophique. Les laboratoires des hôpitaux de la Pocatière et de Notre-Dame-du-Lac seraient également fortement touchés par la pénurie de main-d'œuvre. Avec le début de la saison printanière, la plante envahissante, la berce spondyle, apparaîtra sous peu. L'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche rappelle que la méthode la plus efficace pour stopper la propagation de la plante envahissante est l'arrachage complet du plant avec les racines. En ce début de saison, le sol est plus malléable, ce qui facilite son arrachage. Pour les colonies de forte densité, la solution est de recouvrir les plants de berce spondyle avec une bâche robuste. Celle-ci doit être laissée en place au moins de 1 à 2 ans. L'organisme précise qu'il est important de bien se protéger des éclaboussures de sève de la berce spondyle, car elle peut causer des lésions semblables à des brûlures. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site de l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche au matapédia-restigouche.org. L'avocat Alexis Deschênes du Bureau de l'aide juridique de New Richmond a été nommé bâtonnier du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine
pour un mandat de 2 ans par les membres du Barreau du Québec. Maître Deschênes représentera donc 316 avocats du territoire et sa priorité sera de permettre l'accès à la justice, dont il estime que le nombre d'avocats dans la région est insuffisant. Pour Alexis Deschênes, une des solutions passe irrémédiablement par l'attraction et la rétention de la relève. Rappelons que l'avocat s'est fait connaître dans la région avec les démarches qu'il a entreprises auprès de la Cour fédérale, aux côtés de l'organisme Droit collectif Québec, pour le maintien de la circonscription fédérale Avignon-Labitis-Matane-Matapédia, actuellement détenue par la députée bloquiste Christina Michaud. Les télévisions communautaires Télésourire à Petite-Vallée et Télésoleil à Saint-Maxime-du-Mont-Louis pourront à nouveau être captées par les téléspectateurs de la Haute-Gaspésie et de l'Estran. Le câblo-distributeur TELUS serait prêt à mettre une chaîne à leur disposition. Cette offre permettrait aux 2 télévisions de conserver leur programmation et de maintenir la diffusion du télébingo, même si elles doivent se partager la même grille horaire. D'autres rencontres sont prévues au cours des prochaines semaines entre TELUS et les responsables de Télésourire et Télésoleil afin de finaliser l'entente. Si tout va bien, le retour en câblo-diffusion se fera à la fin du mois de juin. Rappelons que la survie des 2 télévisions communautaires était en péril suite à l'annonce en mars dernier de la fin de l'entente avec le câblo-distributeur Cogeco. Le chœur Les Voix de la Vallée présentera un tout nouveau spectacle, un concert printanier. Les membres de la chorale interpréteront des chansons de Vigneault, Leclerc, Desrochers, Desjardins et Lavoie. Ce concert se veut d'être empreint d'un moment de paix, d'harmonie et de complicité. La population est conviée à assister à ce spectacle qui aura lieu dimanche le 2 juin à 14 h à la salle multifonctionnelle de Lac-au-Saumon. Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 22 $ auprès d'un membre du chœur Les Voix de la Vallée ou au coût de 25 $ à la porte le jour du concert. La MRC de la Matapédia et la SADC de la Matapédia sont heureux de vous présenter la nouvelle édition du répertoire des producteurs et transformateurs agroalimentaires de la Matapédia. Le répertoire contient toute l'information pertinente afin de savoir auprès de qui découvrir les saveurs matapédiennes et par la même occasion, soutenir l'achat local. La version électronique est maintenant en ligne sur le site de la MRC à mrcmatapédia.qc.ca. Sa version papier sera publipostée à chaque foyer matapédien sous peu. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Je suis au Cinéma Figaro d'Amqui pour le lancement de la politique de développement social de la Matapédia. Plusieurs organismes sont sur place. Alors, voici les grandes lignes de cette nouvelle politique. La politique de développement social, évidemment, ça vient... c'est une réflexion à long terme. De long terme, je dirais, qui a commencé un peu plus vers 2022. On a fait, pour ceux qui sont familiers avec la Matapédia, l'éco-territoire habité, on a fait une révision de nos objectifs, de nos plans d'action et tout ça. Et dans cette planification-là, dans cette révision-là, on a nommé de mettre en place une politique de développement social. Donc, évidemment, on a mis tout ça en place dans le but, évidemment, d'augmenter le sentiment d'appartenance à la Matapédia, mais aussi de contribuer à l'identité matapédienne. Bon, je sais, tout le monde va dire c'est très fort déjà, mais il faut l'entretenir, puis je pense que c'est toujours important. On a des nouvelles personnes qui se joignent à nous, donc c'est important de travailler là-dessus aussi. Je suis en compagnie de Chantal Lavoie de la MRC de la Matapédia, Alexis Daou-Tremblay du CIS du Bas-Saint-Laurent, Sophie Champagne de la CDC de la Matapédia et Céline Raymond de Cosmos. Bonjour! Bonjour! On a procédé aujourd'hui à la politique de développement social. Donc, tout d'abord, c'est quoi une politique de développement social? C'est un regroupement d'organisations, de personnes. On a fait un regroupement, dans le fond, pour justement analyser toutes les politiques de développement ou les politiques là, que chacune de nos organisations, entre autres la MRC, on parle de l'éco-territoire habité, par exemple, c'est un exemple de politique. Fait qu'on a tout regardé ça, on a fait de la concertation auprès des gens, des acteurs du milieu, mais aussi des citoyens, pour être capable de cerner un peu c'est quoi les enjeux actuellement du développement social sur notre territoire
puis de voir comment on peut rassembler tout ça ensemble, puis devenir, justement, comme organisation, comme citoyen, comme institution, on peut adhérer ou on peut mettre en action des choses pour travailler sur ces enjeux-là. Fait qu'une politique de développement social, idéalement, c'est le regroupement des forces de tous les acteurs du milieu pour être capable de faire face aux enjeux sociaux de notre territoire dans l'avenir. Puis nous, on vise les 3 à 5 prochaines années, puis on va essayer de faire évoluer la situation positivement pour notre communauté. Il y a beaucoup de gens qui sont intégrés dans tout ça. Il y a combien de personnes dans le comité de pilotage? On est 11 au total au comité. On a la santé, on a le scolaire, on a le communautaire, on a le culture, la MRC. Il y a plein de monde autour de toute cette belle table-là. Ça va être quoi les objectifs? Oui, effectivement, la Chambre de commerce. La SADC. Il ne faudra pas les oublier. On est allé cibler les acteurs principaux, mais même des citoyens, il y a un comité de citoyens aussi. Faut pas. Mais si on oublie des gens, là, c'est pas par mégarde, c'est juste qu'on n'a pas notre liste en avant de nous, là, parce qu'il y a beaucoup de gens. Et ça faisait combien de temps que vous travailliez sur cette politique-là? C'est un projet qui a été mis en place après 1 an et demi, 2 ans, là, de novembre 2022 à mars 2024, là, tout ce projet de mise en place de cette politique-là. Comme Chantal a dit tantôt, analyser les politiques existantes, faire un portrait, ensuite consulter la population, les partenaires pour rédiger là, la politique. Ça a duré à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et là, c'est quoi les objectifs, les grandes lignes de cette politique-là? Bien, il y a 2 grands axes principaux, dont la concertation, la communication. Et par la suite, bien, il découle plein de choses. Il y en a 7 au total. Fait que, tu sais, il y a le logement abordable, il y a avoir une saine alimentation abordable aussi pour tous. Fait que, tu sais, il y en a plein, là. 7, c'est beaucoup. Les gens lisent la politique. Hein, Céline? Oui, on travaille aussi sur la réussite éducative, la conciliation, études, travail, famille. C'est tout. On a essayé de couvrir la majorité des secteurs de la Matapédia. C'est notre politique à nous de la Matapédia. Et concrètement, comment ça va se mettre en place, tout ça? Bien, le comité de pilotage, on a décidé finalement d'y aller avec une gouvernance partagée. Fait que donc, on va déterminer c'est quoi la gouvernance partagée. On en fait déjà là. Comme tu peux voir, là, on est comme toutes les 4, on est là pour les entrevues. Mais tu sais, vraiment avoir les directives claires, les consignes, comment on élabore ça. Puis par la suite, bien, on va tout mettre en place les stratégies. On va commencer à travailler là-dessus parce que dans chacune des stratégies, il y a des acteurs. C'est pas tout le monde qui va travailler en même temps sur toutes les stratégies. Ça va être des comités de travail et ainsi de suite. Fait qu'on invite la population, on invite aussi d'autres acteurs principaux qu'on aurait peut-être oubliés, s'ils ont de l'intérêt ou s'ils veulent y participer, bien, de se joindre à nous, là. Il faut dire aussi qu'il y a déjà des actions qui se passent actuellement dans Matapédia par des organismes ou des entreprises, par exemple, qui répondent déjà à des axes de cette politique-là. Fait qu'on n'est pas déconnecté de ce qui se fait déjà, mais c'est sûr que nous, on veut s'assurer aussi que, comme au niveau de la MRC, on a adopté la politique, le Conseil. Donc, on va s'assurer maintenant de mettre des actions, de poursuivre les actions qui sont en lien, mais d'en mettre d'autres aussi en lien avec la politique. Ça va être de s'assurer d'avoir une cohérence avec toutes les autres politiques, les autres programmes qui vont descendre. Qu'on pense, exemple, moi je pense à l'Alliance, à Solidarité qui va, on espère, descendre à un moment donné, ou d'autres éléments. Bien, quand on va avoir des planifications à faire, on va avoir quand même une idée de dire qu'il faut que ça s'intègre dans un développement plus global au niveau social dans la MRC. Pour le dévoilement de la politique de développement social, vous avez organisé quand même un gros événement. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui était prévu? C'était vraiment prévu de faire ce lancement-là. On a quand même travaillé 1 an et demi, 2 ans là-dessus. Là. Puis, nous, moi, au sein de la CDC, c'est comme genre depuis 2017 que je travaille un peu comme là-dessus, cette réalisation-là. Fait que c'est un peu mon bébé qui vient de naître aujourd'hui. Fait que on est fiers de ça. Puis, ce qu'on veut surtout, c'est que les gens, pas juste les acteurs qui vont travailler avec, on veut vraiment que les Matapédiens, ça va être sur le site Internet de la CDC, celui-là de la MRC, elle va être un peu partout. Fait qu'on veut vraiment que les gens se l'approprient aussi. C'est pas juste pour nous autres. Puis du développement social, là, tout le monde en fait au quotidien sans même s'en apercevoir. Donc, alors, comme vous voyez, il y a des gens qui sont en train de travailler en équipe, puis qui disent leurs commentaires, puis des idées qu'ils ont. Fait qu'elle est toute en développement. C'est ça l'objectif. Les gens se promènent, puis ils consultent les différents points, puis ils donnent leur opinion.
Ils donnent leur opinion. Puis ils ont des questions. Fait que là, ils donnent leur opinion. Ils jasent entre eux parce qu'il y a des gens, c'est sur les actions, tu sais. Il y a des gens, dans le fond, qui n'étaient pas nécessairement là avec notre comité de pilotage. Et là, avec tout ça, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que vous allez faire avec toutes, justement, ces informations-là que vous allez recevoir? Bien, le comité de pilotage, on va ramasser ça. Notre première rencontre, c'est le 15 mai prochain, donc la semaine prochaine. Fait qu'on va ramasser tout ça, puis on va tout réanalyser ça, puis aussi qu'on va coordonner toute la patente, puis on va s'en aller. Ça va se poursuivre. Exact. Bien, La job commence. fait que le premier 2 ans, il n'y a rien, là. Là, ça commence. Exact. Exact. Ça ressemble à ça. Ouais. C'était du petit travail avant, là. Là, on s'en va, comme on dit, c'est de la job de bras, là. On rentre là-dedans. Chantal, Alexis, Sophie, Céline, merci beaucoup. Merci. Puis, Merci. bonne route à cette politique de développement social. Merci beaucoup. Donc, un meilleur accès physique et économique aux ressources nécessaires à leur bien-être et à la qualité de vie, un meilleur accès à une alimentation saine, abordable et de proximité, un meilleur accès à des logements abordables, un meilleur accès à des parcours de réussite éducative à la hauteur de leurs aspirations et potentiels, un meilleur accès à des emplois attractifs favorisant l'actualisation de leurs compétences et leur conciliation famille-études-travail et que les personnes se sentent incluses et partie prenante de la vie matapédienne. Et si on réussit tout ça, on revient à notre vision de départ. Donc, on va pouvoir devenir que les matapédiennes et les matapédiens, les entreprises et organisations puissent être partie prenante du développement d'une communauté inclusive, que tous, peu importe leur niveau de vulnérabilité, atteignent leur plein potentiel et accèdent de manière juste et équitable aux ressources nécessaires à leur bon développement et à celui de leur communauté. Pour plus d'informations sur la politique de développement social, vous pouvez consulter les sites Internet des différents partenaires qui ont travaillé à créer cette nouvelle politique. C'est du 8 au 11 mai qu'a lieu la Rencontre du printemps, qui est un événement annuel permettant aux membres du réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec, le ROSEC, de se réunir afin de tenir des échanges professionnels. Pour l'édition 2024, cet événement a lieu dans la Matapédia. J'ai eu la chance de venir rencontrer Michel Coutu et Frédéric Lagacé ici à Diffusion Mordicus. Je suis en compagnie de Michel Coutu, qui est directeur général et artistique de Diffusion Mordicus, et de Frédéric Lagacé, qui est directeur général du ROSEC. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, tout d'abord, c'est quoi le ROSEC et c'est quoi son rôle? C'est une excellente question d'entrée de jeu. Non. Donc, le ROSEC, c'est l'acronyme du Réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec. Donc, on est un réseau de diffuseurs de spectacles pluridisciplinaire. On est 32 à bord de la grande famille du ROSEC. Donc, le ROSEC est en fait un réseau qui offre des services à ses membres, dont Diffusion Mordicus fait partie. Et donc, on offre des services de programmation, de tournées, de promotion des tournées, de formation. On est aussi des représentants politiques. Et on organise aussi des événements contacts. On a notamment la rencontre d'automne qui existe depuis 33 ans, qui a toujours lieu à Rimouski, dans laquelle, en fait, on présente des vitrines qui sont des extraits de spectacles de 20 minutes. Il y a des ateliers, mais il y a aussi une salle contact où est-ce que les diffuseurs peuvent rencontrer des agents de spectacle. Puis sinon, on a aussi la rencontre du printemps, raison pour laquelle, en fait, nous sommes ici réunis. Oui, donc la rencontre du printemps, qui est un événement plus familial. Donc, la rencontre du printemps rassemble les membres et c'est un événement de professionnalisation, mais aussi pour tonifier les liens, puis bien travailler ensemble, puis planifier les prochaines saisons. Et là, tu parles de 32, c'est le nombre de membres que vous avez? Ça, c'est le nombre de membres diffuseurs. Donc, on a des diffuseurs, en fait, qui sont basés, en fait, dans la région de la Capitale-Nationale. Sur la rive nord, c'est de Pont-Rouge jusqu'à Natashquan, incluant Fermont. Et sur la rive sud, c'est de Lobinière jusqu'aux îles de la Madeleine. Et sur Mordicus, ça fait combien d'années que vous êtes dans le ROSEC? Écoute, depuis que le ROSEC existe, je crois, ça fait 40 ans. On a fêté le 40e anniversaire de diffusion dans la Matapédia. Et d'aussi longtemps que je me rappelle, moi, je suis ici depuis 1988. Donc, écoute, on était déjà dans le ROSEC lorsque le réseau d'été a été formé. Donc, d'année en année, on a toujours été là, je pense que dans
pas loin des fondateurs, mais je pense dans les premières, le Codec dans le temps. C'était le Codec dans le temps. Donc, le Codec faisait partie de ça aussi. Fait que c'est depuis que c'est devenu Diffusion Morticus, c'était déjà membre. Oui, c'était déjà. Oui. Moi, à mon arrivée, on était déjà dans le Rosec. Là. Fait, dans le fond, si on comprend bien, dans le fond, le Rosec chapeaute les différentes salles de spectacle, dans le fond. Oui, mais tu sais, il faut savoir en fait que les diffuseurs, c'est le réseau. C'est le réseau au départ, puis il y a une équipe de travail qui, elle, en fait, coordonne les services. Donc, Diffusion Mordicus, c'est le Rosec autant que moi, comme directeur général du Rosec, c'est le réseau aussi. Donc, Fait que là, on va parler de la rencontre du printemps. Ouais. Pour la raison qu'on a ta visite ici à Amqui. Ouais. Donc, c'est quoi et comment ça se passe, justement, cette rencontre-là? Ça se déroule sur 3-4 jours. Et puis, donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, donc c'est un événement qui accueille les membres, a priori. On a aussi quelques partenaires qui viennent. Et puis, donc, on a des activités de formation. On a des activités de présentation, style conférence. Puis, il y a aussi, en fait, quelques vitrines. Puis, c'est aussi un moment où est-ce qu'on a des moments aussi informels. Puis, ces moments informels-là sont très importants pour vraiment garder toute la soudure de la famille parce que, bon, c'est un terme qui revient souvent lorsqu'on parle du Rosec. Tout le monde se connaît très bien. Et cette famille-là, cet esprit familial-là fait la force, en fait, du réseau. Parce que, vous savez, si on n'était pas unis ensemble, la circulation de spectacles dans l'Est du Québec serait beaucoup plus difficile. Question d'équilibrer là, le modèle d'affaires de diffusion. Des artistes, en fait, qui pourraient uniquement vivre, en fait, de leur... dans la ceinture de Montréal, à faire des spectacles. Alors, pour les faire venir ici, ben, on s'associe ensemble. J'imagine que c'est un travail d'équipe, Michel, avec toutes les autres salles de oui. spectacle qu'il y a. Effectivement, le Rosec, lorsqu'on fait des tournées, on monte des tournées. Donc, c'est là qu'on se contacte. Et la rencontre de printemps sert aussi à échanger sur nos pratiques, sur les bons coups, les mauvais coups. Et ventiler un peu tout ce qui se passe dans l'année au niveau du financement, au niveau du travail. On sait que la plupart des diffuseurs, si on prend comme Diffusion Mordicus, on est 2. Il y a plusieurs diffuseurs qui sont une personne et demie pour travailler dans leurs organismes. Il y en a qui sont beaucoup plus, évidemment. Mais ça nous permet justement de ventiler tout ça. Et le fait que le réseau soit aussi fort, parce qu'on est un des réseaux de diffusion, un des plus forts au Québec. Là. Oui. Il y a plusieurs réseaux comme ça. Mais le Rosec est vraiment un réseau soudé, vraiment solide. Et lorsqu'on demande une tournée ou lorsqu'on prépare des tournées, bien, on est vraiment écouté par les artistes parce qu'on tourne les mêmes artistes qui tournent dans la grande région de Montréal au Québec. Là. Donc, le réseau sert à ça. Et l'organisation de la rencontre de printemps, c'est la dernière fois qu'on a reçu la rencontre, c'était en l'an 2000. Moi, j'étais directeur technique dans ce temps-là. Donc, mon Dieu, Mélanie Renaud était une des artistes qui avait fait des vitrines. On avait eu aussi Méranie Morissette, qui était de Saint-Moïse dans ce temps-là. C'était André Aymon, qui était le président. Et on avait fait, c'est lorsqu'on avait fait l'ouverture de la salle communautaire d'Amqui, on avait fait les soupers là-bas. On avait fait les vitrines ici à la salle, les ateliers un peu partout. Donc, ça faisait 24 ans qu'on n'avait pas reçu la rencontre de printemps. Donc, c'est un beau moment pour les diffuseurs de l'extérieur aussi, certains partenaires, de venir voir nos installations, de venir voir un peu comment ça fonctionne, Diffusion Mordicus, c'est de sentir un peu c'est quoi toute cette magie-là qui s'est installée tout autour de la diffusion de spectacle à Amqui depuis que c'est devenu Diffusion Mordicus et que la salle de Jean Cossette a été rénovée. Là. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que ça a été si long avant de revenir à Amqui? C'est-tu parce que vous faites le tour de tous les organisateurs, ça vient un tour de rôle? Comment c'est choisi que cette année, ça va être à tel endroit? Ben nous, on attend les invitations. Ah, OK. C'est ça. Oui, c'est ça. Non, c'est une blague. C'est une blague. Non, mais en fait, je pense que Michel l'a bien évoqué. La rencontre du printemps, c'est un événement qui circule de région en région. Je faisais allusion tout à l'heure. Le Rosec est réparti sur 6 régions administratives de l'Est du Québec. Et donc, ce qui fait qu'on va changer de région. Donc, on va lancer un appel. On dit, bon, qui aimerait recevoir la rencontre du printemps? Cette année, le territoire qui est privilégié, c'est la Gaspésie, c'est le Bas-Saint-Laurent, c'est la Côte-Nord. Donc, à la lumière des appels, on va évaluer les candidatures, c'est-à-dire qui a des bonnes infrastructures, que ce soit au niveau de la salle de diffusion, au niveau des hôtels, au niveau d'une salle pour se réunir, parce qu'on a naturellement beaucoup de rencontres de travail, des échanges professionnels. Donc, on a besoin de cette salle-là. Puis, naturellement, on aime toujours ça aussi, découvrir le milieu. Et quand on a des fiers ambassadeurs comme Michel qui nous accueillent puis qui nous font découvrir leur milieu, ça prend tout son sens. Puis, je
je sais que tous les diffuseurs qui viennent de différents milieux sont toujours contents de découvrir une nouvelle salle de spectacle, de découvrir un nouveau milieu. Donc, puis en fait, on est toujours content de se revoir. Oui, puis pour certains, il y en a qui n'ont jamais mis les pieds à Amkoui. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, on fait connaître la région, on a des activités toute la semaine et on se promène vraiment sur le territoire, autant au niveau des restaurants qu'au niveau des activités. Là, on a des belles choses à l'extérieur des salles aussi. Oui, c'est un micro-congrès. Hein? C'est un micro-congrès qui a quand même des belles retombées pour les milieux. Puis ça met bien en valeur. Puis c'est très important, là, je le répète, là, mais bon, de visiter l'installation de l'autre diffuseur, de son collègue, c'est extrêmement nourrissant parce que, bon, on est capable de voir les bonnes idées, les bonnes pratiques, les idées originales, puis après ça amène sur des fois à discuter des défis, puis on s'améliore tous à découvrir la situation de l'autre. Oui, c'est ça, vous allez avoir des rencontres aussi, parler peut-être des défis, qu'est-ce qui se passe et comment vous allez planifier les prochains mois, les prochaines années, j'imagine aussi? Oui, tout à fait. Oui, il y a les rencontres de programmation, il y a des échanges culturels qui se font en cours de route. Là. C'est quoi les gros défis que vous rencontrez en ce moment? C'est dans le monde du spectacle? Veux-tu commencer, Michel? Ben, écoute, moi, je te dirais, le plus gros défi qu'on a présentement, c'est l'épuisement professionnel, le manque de ressources. On parle toujours du manque de financement, mais même si le financement serait là, on a peine à avoir des ressources au niveau technique, au niveau administratif. La plupart des diffuseurs et soit les directeurs techniques ou des agentes administratives ou des billettistes font 2 à 3 postes dans l'organisme. Donc, il y a un épuisement professionnel qui s'installe et on parle beaucoup de ça dans la rencontre de printemps cette année. Donc, c'est le plus gros défi. Ensuite vient évidemment le financement et la fréquentation des salles parce qu'on sait qu'avec tout ce qui s'est passé, les gens maintenant, le portefeuille culturel n'est pas énorme. Surtout dans la vallée de la Matapédia, sur 8 000 personnes dans Amkoui, il y avait 6 500 personnes dans Amkoui, 18 000 personnes dans la vallée de la Matapédia. On a 2 000 personnes qui consomment les spectacles à la salle Jean Cossette. Et il y a tellement d'événements que maintenant, on doit faire sa place. Donc là, on remarque depuis le dernier lancement que les gens sont beaucoup à la dernière minute, font des choix beaucoup plus pointus. La découvrabilité, il y en a plus. Donc, tu ne veux pas découvrir un nouvel artiste, tu veux acheter la valeur sûre. Donc, c'est ça qu'on rencontre, je te dirais, dans les 5-6 derniers mois, là, c'est les gros défis qu'on a. Mais le plus gros défi, c'est de garder le moral des troupes, garder la santé de nos diffuseurs. C'est là-dessus qu'on travaille beaucoup depuis quelques années même. Oh, oui. Ouais. Je seconde. Puis certains, bon, qu'on est dans un contexte de relance des activités après une pandémie qui a laissé quand même des marques au niveau de la santé des travailleurs, mais aussi au niveau du contexte socio-économique. C'est-à-dire que, bon, en ce moment, bon, c'est tous, là, je veux dire, on vit une période d'inflation sans précédent. Naturellement, ça a une incidence sur le coût du spectacle que nous achetons, que nous programmons, sur la circulation, on a besoin aussi de bien traiter les ressources qui sont avec nous, qui sont pour nous. Donc, tout ça a un certain coût. Puis pendant tout ce temps-là, on fait l'effort aussi d'essayer de préserver le public d'une augmentation du coût de billet. C'est ça. Parce que si on augmente le coût du billet trop drastiquement, on s'expose en fait à ce qui est un effritement de nos publics, puis ça, on ne souhaite pas ça. Donc, ça prend beaucoup de stratégie en ce moment pour œuvrer dans notre domaine. On jongle avec tout ça. Là. C'est vraiment c'est un combat de tous les jours pour avoir les meilleures stratégies pour garder notre public alerte aussi. Là. C'est pas mal vos discussions que vous allez avoir lors de ces prochains jours. Oui, mais je dois vous dire quand même que oui, on a des enjeux, mais on est aussi fort. Puis je pense qu'on l'a bien dit tantôt, puis je pense qu'on est un groupe très, très résilient, très fort. Puis la circulation artistique dans l'Est du Québec se porte bien parce qu'on a des bons joueurs. Michel, Diffusion Mordicus en est un excellent. Puis je pense qu'on fait un travail collectif. Puis justement, cette rencontre du printemps-là est précieuse, puis elle est pertinente, en fait, pour nous garder forts. Puis, on était proactifs. On va vraiment au-devant, justement. On connaît les enjeux et on réagit, justement, avant qu'il arrive, je dirais, un hécatombe. On dit, bon, tout le monde tombe au combat, mais on réagit avant et on apporte l'aide. Le Rosec est là pour ça aussi, parce que le Rosec, ce sont les diffuseurs et l'équipe du Rosec travaille pour les diffuseurs. Donc, lorsqu'il y a un drapeau rouge qui se lève, le Rosec réagit tout de suite pour amener une ressource, pour donner un coup de main. Donc, c'est de là l'importance d'être un réseau tissé serré, puis d'avoir une tête dirigeante qui est le Rosec, qui nous aide à avancer. Est-ce qu'il y a beaucoup de membres qui vont participer à cette rencontre du printemps? Oui, il y a 25 corporations. Là, je dis c'est plus ou moins 25 sur les 32.
comme on a 2 événements contacts, puis tout dépendant des situations d'employabilité, parce que je le rappelle, dans le réseau, on a encore quelques structures de diffusion qui sont 100% bénévoles. Donc, des fois, ça donne pas toujours, ou encore des fois, les moyens sont pas toujours là pour se déplacer. Il faut dire que des fois, la distance devient un enjeu. Mais là, juste pour vous dire, le diffuseur de Fermont est là en fin de semaine. Les Îles-de-la-Madeleine sont là. Les gens de Lévis sont là. Donc, ça fait quand même beaucoup de kilomètres pour venir On a un grand territoire. Oui, un grand territoire. Oui, c'est ça. Le territoire est quand même assez grand. Vraiment, tout le monde est là. Fait que Oui, bon, c'est ça. Vous avez des partenaires dans l'organisation de cet événement-là? Oui, mais il y a beaucoup de partenaires. Je peux parler entre autres des partenaires d'Amqui, qui sont entre autres le Select Hotel, la ville d'Amqui, Métro, au niveau des loges, tous nos restaurants, parce qu'on va dans tous les restaurants en fin de semaine, soit le Pestali, on s'en va à l'Ambassadeur, on va au Café du Bec-Pointu qui a accepté d'ouvrir un soir juste pour nous autres. Et c'est des partenaires qui sont là. Pascal Bérubé, entre autres, notre député, qui a accepté de nous aider justement à faire ça. Et il y en a beaucoup d'autres, Fred, dans nos partenaires nationaux. C'est sûr et certain qu'on a des partenaires nationaux. Les sociétés d'État qui financent les organismes culturels sont derrière nous pour ça, que ce soit Patrimoine canadien, Musique Action, le Conseil des arts et des lettres du Québec. Puis sinon, cette année, on a une formation sur les musiques du monde qui est octroyée grâce à l'appui du Conseil québécois de la musique. Puis on a aussi un partenaire de billetterie qui est aussi, en fait, qui est Tuxedo, qui est aussi la billetterie ici à Amqui. Donc, qui vient nous faire en fait une analyse statistique des ventes de l'été 2023, automne 2023 et vers printemps 2024. Puis ça, l'analyse de ces données-là, en fait, nous permet de faire des choix judicieux, que ce soit au niveau de la programmation, mais aussi au niveau de nos activités de marketing. Michel Coutu, Frédéric Lagacé, merci beaucoup. C'est un plaisir. Je vais vous souhaiter un bel événement, une belle rencontre du printemps. Oui, merci. Et puis, merci pour tout le travail que vous faites pour qu'on ait accès à la culture. Puis, écoute, en terminant, moi, je vais inviter les gens qui vont écouter l'entrevue cette semaine-là de venir aux vitrines de spectacles, parce qu'il y a des vitrines vendredi, samedi soir à la salle Jean-Cossette, c'est 10 $, 4 spectacles par soir de 20 minutes. Donc, vous allez faire des belles découvertes. Et samedi soir, il y a Noémie Chelerio, entre autres, qui sera sur scène pour présenter son matériel. Une bonne artiste locale. Oui. Mettez-vous dans la peau d'un diffuseur et venez assister à des vitrines pour voir qu'est-ce que vous aimeriez sélectionner dans vos programmations. C'est intéressant. Les vitrines, donc, c'est vrai, c'est important de le dire, c'est des extraits de spectacles de 20 minutes. Donc, les artistes se déplacent et viennent, en fait, présenter un court extrait, court, mais toujours touchant. Donc, ça vaut la peine de se prêter à ce jeu-là. L'invitation est lancée. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Marc. Si vous voulez en apprendre davantage sur la mission du réseau des organisateurs du spectacle de l'Est du Québec, vous pouvez consulter leur site Internet à rosec.qc.ca. Et n'hésitez pas à participer en grand nombre aux vitrines organisées par Diffusion Mordicus ce vendredi et samedi soir. Bon spectacle! Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Le marché nomade de la Matapédia est de retour et entamera sa 3e saison. Pour tout connaître de cette initiative, j'en discute avec David Jacques, qui est conseiller en développement agroalimentaire à la MRC de la Matapédia. Bonjour David. Salut Marc, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci. Donc, le marché nomade est de retour pour une 3e saison. Oui. Juste avant, on peut peut-être faire un bilan des 2 premières saisons. J'imagine que ça va en grandissant, ce projet? Oui, mais en fait, on rajoute des dates, on visite des nouvelles municipalités, il y a beaucoup de producteurs qui s'ajoutent, puis c'est ça. On prolonge un peu la saison aussi, là, parce qu'au début, c'était vraiment juste l'été. Okay. Là, cette année, la saison débute en mai, pour la journée de la Matapédia le 26 mai. Et puis, on continue l'automne, parce que les récoltes sont l'automne. Hein. Fait que j'ai toujours trouvé ça un peu drôle que les marchés publics cessent l'automne, alors que c'est là qu'il y a une abondance de récoltes. Donc, on continue l'automne, et puis on termine la saison à Noël avec le marché de Noël à la MRC. Et puis, si on regarde les 2 dernières saisons, est-ce que c'est les profits qui ont été ramenés? Est-ce que ça a ramené? Est-ce que ça atteignait vos attentes?
Oui, c'est certain que le contexte économique n'est pas facile. Puis nous, le marché nomade, on cherche pas nécessairement, comment je pourrais dire, parce que si on veut que ça soit payant, on va toujours être dans les plus grosses municipalités. Alors que la mission du marché, c'est d'aller aussi dans les plus petits endroits qui sont moins bien desservis au côté alimentaire. Donc, ça, c'est une nouveauté cette année. D'ailleurs, on pourra en reparler tout à l'heure, là, si tu veux. On a une politique là, de dédommagement pour les producteurs qui nous accompagnent dans les plus petites municipalités. Parce que c'est sûr qu'à Amqui, sur la passerelle, c'est payant. Là. C'est très payant, mais des fois, quand on va dans les plus petites municipalités, c'est un petit peu moins. Mais nous, c'est ça, on a une mission sociale aussi là, en arrière. Bien, accommoder les gens de ce secteur-là aussi. Là. C'est ça, exactement. Là, tu parlais qu'il y avait du nouveau monde qui se rajoute, donc des nouvelles municipalités qui participent ou des nouveaux entrepreneurs? Oui, cette année, on va aller, ça s'est confirmé hier, là, dans le communiqué de presse qui est sorti lundi, on n'en parlait pas, mais il y a Saint-Léon qui s'est rajouté hier, donc le 23 juin, la veille de la Saint-Jean, on va être à Saint-Léon. Nouveau producteur, mais pour cette année, c'est pas un nouveau producteur, mais Miel Vallée-Fleury va joindre à nous pour la première fois cette année, donc ils vont participer à quelques marchés. On a également une nouvelle entreprise qui fait des sauces piquantes puis des épices de l'Accompagnie qui s'appelle le vent de chaleur. Donc, ils font, c'est ça, vraiment à partir de piments forts. Donc, de nouveaux produits à découvrir, ça va être le fun. Oui. Ça, c'est justement, tu m'ouvres une porte, effectivement. Donc, en plus, les producteurs rajoutent toujours des nouveaux produits d'année en année. Donc, c'est toujours une offre là, qui grandit, qui s'élargit. Fait que même les autres producteurs qui étaient là les deux premières saisons vont avoir du nouveau produit à proposer. Donc, tout à fait. À redécouvrir à chaque année. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, j'ai parlé de ces deux-là, mais là, j'ai pas la liste devant moi, mais il y en a possiblement d'autres, là, des nouveaux, là, vite comme ça, je me souviens pas exactement. Là, tu mentionnais que la saison est plus prolongée, plus longue que les 2 dernières années. Ça va ressembler à quoi, justement, la prochaine saison? Oui, là, on était de mémoire à 11 marchés là, pour cette année. L'année dernière, tu m'as posé la question, je t'ai pas tout à fait répondu. On a eu un chiffre des retombées de 50 000 pour la dizaine de marchés nomades qui ont eu lieu l'année dernière. C'est une approximation. C'est sûr que j'ai pas toujours tous les chiffres là, de tout le monde. Je vais pas compter des petites caisses. Mais ça tourne autour de 50 000 donc pour assez peu d'investissement. C'est ça qui est fantastique avec le marché nomade. On se déplace, on a nos petits chapiteaux, un petit peu de publicité sur Facebook, souvent gratuite. Les municipalités prêtent les tables. C'est vraiment simple. Donc, quelques centaines de dollars d'investissement pour des retombées de 50 000 l'année dernière, ça valait vraiment la peine. Là. Puis, même chose pour cette année, le marché de Noël qui va avoir lieu à la MRC, la MRC prête gratuitement la salle. Donc, c'est pour le gain de tout le monde. Là. Donc, il va y avoir 11 marchés cette année. Ouais. Ça va être une fois par semaine? Non, en fait, on en fait un petit peu au printemps. Le premier, c'est le 26 mai, comme je disais, pour la journée de la Matapédia. Ça va être dans le stationnement de la MRC. Il y a une exposition photo qui va avoir lieu en même temps, qui s'appelle Flasher la Matapédia, dans un concours photo qui a probablement beaucoup de gens déjà ont participé ou en tout cas vont être intéressés de venir voir. Donc, ils vont pouvoir faire les deux activités, venir voir l'exposition et venir au marché. Ça, c'est le 26 mai. Ensuite, on en a le 23 juin à Saint-Léon. Le 6 juillet, ça va être le premier nomade sur la passerelle à Amqui. Ensuite, pour l'été, on est un peu tranquille parce qu'on a remarqué que ça, d'année en année, moi, j'apprends, je regarde un peu justement les ventes, je vois que ça fonctionne mieux. Puis là, on s'est dit, les gens sont en vacances. Les producteurs veulent prendre des petites vacances aussi, des fois la fin de semaine, quand ils peuvent. Donc, on en fait moins l'été. On va en avoir un le 27 juillet devant la Fête du pêcheur. C'est le début de la fête des vacances de construction. On s'est dit, là, on veut ramasser les touristes qui passent, qui vont arrêter à la poissonnerie, puis on va s'installer devant. Donc, pour optimiser un peu les dollars touristiques. Ensuite, on reprend l'automne, fête du travail, jusqu'en octobre, puis en décembre, on termine la saison. Et le dernier, pour le marché de Noël, qui avait eu l'année passée aussi, je pense. Oui, ça fait 2 ans, puis ça, c'est vraiment un événement qui fonctionne très, très, très bien. Là. C'est des belles retombées pour nos producteurs. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, c'est ça, pour les producteurs, c'est bon, là. Ça les fait connaître, j'imagine, puis oui, ça les fait connaître. Les gens qui découvrent les produits ont tendance à les racheter après. En fait, moi, c'est un message que je veux passer à la population parce que c'est vraiment essentiel. Le contexte économique n'est pas facile. Nos producteurs travaillent
presque tout le temps. Là, pour eux, des fois, des vacances, c'est un après-midi quand ils peuvent. Fait que chaque dollar investi compte. Il faut que les gens réalisent à quel point c'est important. Si on va avoir des communautés qui sont vivantes, des rangs qui sont habités, il faut vraiment, vraiment investir dans nos producteurs, dans nos produits, puis chez nous, en fait. Puis c'est souvent pas plus cher non plus, là, parce que moi, je vais peut-être un petit peu moins à l'épicerie que la moyenne des gens, on va dire, parce que j'essaie vraiment d'aller acheter directement chez les producteurs parce que j'ai une relation privilégiée quand même avec plusieurs d'entre eux. Puis les prix... il n'y a pas d'économie nécessairement à faire en allant à l'épicerie, donc autant encourager... C'est frais, c'est... Ouais. Puis là, quand je dis épicerie, là, je parle pas des petites épiceries de village là, qui sont importantes à soutenir, mais je parle autour des grandes chaînes. Là. Oui, tout à fait. Donc, à encourager justement les gens de chez nous pour encourager la production chez nous et puis aider nos producteurs. C'est ça. Puis des aliments sains. Puis le fait que ça soit nomade, vu que c'est le marché qui se promène, bien, c'est sûr qu'il va en avoir un près de chez nous. Là. Ben voilà, c'est ça. Donc, on sauve sur l'essence. C'est les producteurs qui se déplacent. Tout à l'heure, c'est ça, je mentionnais justement cette année une nouveauté. Ça paraîtra peut-être pas pour le public, mais ça va paraître pour les producteurs. C'est que lorsqu'on est à l'extérieur d'Amqui, la MRC, puis probablement aussi l'argent qui va venir un peu du régional, va couvrir certains frais, comme les frais de déplacement. Il y a même certains invendus qui vont probablement être achetés pour être distribués à des organismes communautaires. Donc, même si on va dans une plus petite municipalité, si le chiffre d'affaires est peut-être pas aussi élevé que lors d'un marché à Amqui, le producteur va pas nécessairement s'en ressentir parce que la MRC et ses partenaires vont être en arrière pour éponger le manque à gagner, puis manque, je le mets entre guillemets, parce que des fois, il y a des petites communautés où les chiffres d'affaires sont excellents. Là, les ventes sont excellentes aussi. Donc, belle façon de soutenir là, nos producteurs de chez nous. Oui, exactement. Puis, tu sais, si on veut... Ça peut avoir l'air des fois ridicule, mais juste des fois, d'acheter local, là, ça peut faire en sorte qu'une famille va rester dans un rang parce qu'elle va y faire de l'agriculture. Ça peut garder l'école d'un village. Ça peut aller loin, l'achat local, puis c'est vraiment très important. On encourage ça. Merci, David. Ben, ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Pour plus de détails sur le marché nomade et connaître son itinéraire, vous pouvez consulter la page Facebook Marché nomade de la Matapédia. N'hésitez pas à encourager nos producteurs locaux cet été. Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, l'organisme Rayon de partage en santé mentale a organisé une exposition de peinture dans ses locaux. Je suis sur place pour vous faire découvrir cette exposition. Je suis en compagnie de Nanny Godette, qui est la directrice de Rayon de partage en santé mentale. Bonjour, Nanny. Bonjour, Marc. Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, il y a une exposition de peinture qui a été organisée. Alors, c'est quoi les bienfaits de participer à une activité de peinture là, pour la santé mentale? C'est de l'entraide entre les gens, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau. Apparemment que quand on fait de la peinture, on décroche, on se sent bien, on oublie les tracas, on apprend des nouvelles choses aussi. Fait que c'est un bon truc pour prendre soin de sa santé mentale. On voit les œuvres, donc, toutes les œuvres qui ont été produites ont été faites par des gens d'ici. Oui, certainement. En fait, on a 4 groupes de peinture. On a un groupe le lundi matin, un lundi après-midi, un le mercredi matin et un le mercredi après-midi. Il y a eu une session de 10 cours à l'automne. Puis cet hiver, il y a eu une session de 15 cours qui va se terminer bientôt. Mais on espère qu'on va pouvoir recommencer à l'automne. Ça fait plusieurs années que les gens viennent à Rayon de partage pour faire de la peinture. Puis c'est de là qu'on a fait cette exposition-là pour montrer aux gens qu'il y a des beaux talents, c'est merveilleux, les gens s'améliorent. Puis c'est pour les débutants, les avancés, il y a de la peinture à l'eau, de la peinture à l'acrylique, de la peinture à l'huile. Il y a différentes méthodes qui sont utilisées là, pour arriver à ces chefs-d'œuvre-là. Oui, et ça a pris combien de temps, toute monter cette exposition-là? Ils en ont parlé, ça fait un mois qu'ils en parlent, puis ça a pris une grosse journée à quelques personnes là, pour mettre les thèmes ensemble et faire ça beau comme ça. Fait que là, l'exposition est ouverte au public, les gens peuvent venir la voir, là, ça va se terminer. Les œuvres qui ont été exposées, est-ce que c'est des thèmes qui ont été donnés ou c'est libre cours? Des fois, il y a certains thèmes que Sylvie Dessureau, qui donne les cours de peinture, des fois, elle apporte certains thèmes. D'autres fois, c'est les gens disent, ben moi, j'aimerais faire ce paysage-là. Ben c'est des projets personnels. Mais, par exemple, il y a un thème
qui a été fait, en fait, Sylvie leur a appris aux gens à faire de l'aquarelle. Il y a certaines personnes qui en avaient déjà fait, mais pour d'autres, c'était vraiment nouveau. Fait que les gens apportaient une recette qu'ils aimaient faire, puis la reproduisaient à l'aquarelle. Fait que il y a presque une trentaine, je pense, de personnes qui se sont prêtées au jeu. Puis là, c'était tellement beau qu'on a dit, il faut faire un livre de recettes. Alors, on l'a fait en livre de recettes avec un lexique et tout ça. C'est vraiment un travail extraordinaire qui a été fait. Chaque élève va avoir sa propre copie. Mais s'il y a des gens qui voudraient s'en procurer, bien, on les vend là, à faible coût, les livres de recettes pour faire fleurir leur talent, finalement. Et ça, il en reste encore, c'est encore possible de se le procurer. Oui. C'était pas juste le temps de l'exposition. Non, c'est ça. Puis de toute façon, les gens n'ont pas eu leur copie encore. On a quelques copies à vendre cette semaine, mais la distribution va se faire davantage la semaine prochaine. Donc, dans l'exposition qu'il y avait, j'ai vu que certaines toiles, il y avait des prix indiqués. Ça disait, est-ce qu'il y en a que des œuvres qui sont à vendre? Oui, bien, il y a des gens s'il y a des gens qui voulaient vendre leurs toiles, c'était libre à eux de les vendre. Fait que s'il y a des gens qui veulent en acheter, bien, ils feront le bargain ensemble. Là, les gens qui viennent visiter, est-ce qu'il y avait un concours? Est-ce qu'on pouvait voter pour notre œuvre favorite? Non, on n'a pas fait ce concours-là, non, parce que sont toutes belles. On n'a pas fait ce concours-là, mais on fait tirer des billets de cinéma. Tu sais, c'est la semaine de la santé mentale cette semaine, alors il y avait plein d'activités. On a visité la maison à Rayon de partage ici, alors on a fait plein d'activités durant notre semaine. Est-ce que vous avez eu beaucoup de visiteurs? Oui, bien quand même. Puis on s'est rendu vers les gens aussi avec nos surprises, nos choses à donner, nos balles anti-stress, parler de la santé mentale. On va être présent aussi à la soupe populaire. Alors oui, je pense qu'on a bien rayonné cette semaine. Donc là, il y a les cours de peinture, mais il y a d'autres activités que vous faites aussi. Là. Si les gens sont moins habiles avec la peinture, mais qui veulent participer à d'autres activités, il y en a d'autres. Oui, certainement, parce que si quelqu'un n'aime pas la peinture, bien, c'est pas un bon moyen pour prendre soin de sa santé mentale. Fait qu'ici, bien, il y a aussi à Rayon de partage l'intervention téléphonique, l'intervention individuelle, il y a des ateliers de peinture, on en a parlé, les ateliers de cuisine, il y a des sorties au cinéma, il y a plein de sorties qui font en sorte que chaque personne trouve une façon de prendre soin de sa santé mentale. Si quelqu'un ne veut pas se déplacer ici ou ne peut pas se déplacer, c'est ça, comme je le disais, on fait de l'intervention au téléphone. On est toujours là. Fait que si quelqu'un, par exemple, est en arrêt de travail parce qu'il va moins bien, bien, on est aussi là. Fait que on a tous une santé mentale, puis il faut en prendre soin. Alors, ici, bien, on outille les gens pour qu'ils soient bien. Nanny Godette, merci beaucoup. Puis félicitations pour ces belles activités que vous organisez pour la santé mentale. Bien, merci. Puis j'invite les gens, s'il y en a qui disent « Ah, bien, j'aimerais essayer. » Oui, vous allez voir que c'est des toiles extraordinaires, mais chaque personne a commencé à un moment donné avec un coup de crayon, un coup de pinceau, puis il y a moyen avec les photocopies, on agrandit, on rapetisse, on peut calquer. Il y a différentes méthodes qui font qu'on arrive à ce résultat-là avec Sylvie Dessureau, qui est une prof qui va individuellement avec les besoins de chacun. Fait que si quelqu'un veut essayer, à partir de l'automne, on va offrir des cours. Fait que vous pouvez déjà donner vos noms. On vous rappellera à l'automne avant que ça débute. Merci. Merci beaucoup. Pour toute information concernant les activités qui sont offertes par l'organisme Rayon de partage en santé mentale ou pour vous inscrire, vous pouvez appeler au 88 629 5197 ou vous pouvez consulter le site Internet et la page Facebook de l'organisme. Le 2 mai dernier, la Direction de la gestion de la faune du Bas-Saint-Laurent a rencontré la population de la Matapédia à l'hôtel de ville de Causes-Abscales pour tracer le portrait de la situation des espèces de la rivière Matapédia. Suite à cette rencontre, j'ai le plaisir de discuter du sujet avec la biologiste Anne-Marie Pelletier. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Quel était l'objectif de la rencontre d'échange d'informations du 2 mai à Causes-Abscales? Bien, en fait, il y avait plusieurs objectifs. Là. Tout d'abord, c'était de mieux informer la population sur la biologie, l'état de situation de la population de saumon dans la rivière Matapédia. Également aussi faire la même chose à propos de la population du bar rayé.
Puis, d'informer les gens aussi sur des nouveaux projets qu'on va mettre en place à partir de l'été de la prochaine saison, en fait. Puis aussi de recueillir les préoccupations puis les questionnements là, de la population qui était présente. Oui, est-ce que vous avez eu beaucoup de questions, justement? C'était quoi les principales inquiétudes et les principales interrogations que vous avez reçues? Oui, bien, c'est sûr que ce sujet-là, là, depuis 1 an ou 2, là, ça génère beaucoup de préoccupations, là, beaucoup d'échanges, là, fait que les gens avaient hâte de s'exprimer, avaient hâte d'en entendre davantage. Donc, c'est certain que la préoccupation principale que les gens ont, c'est de savoir si la population de saumon va bien, puis si elle va être pérenne dans le temps. Les gens ont peur que la population soit en danger à cause de la présence du bar rayé. Fait que ça, on a voulu démystifier cet élément-là. Fait que c'est surtout la préoccupation principale là, qu'on avait. Là. Qui était sortie. Bon. On va en venir au vif du sujet, justement. On peut peut-être pourra faire un petit compte-rendu de c'est quoi la situation, justement, actuellement là, pour la rivière Matapédia au niveau du saumon et du bar rayé. Bien, en fait, les rivières à saumon, là, chaque rivière à saumon a sa population de saumon qui lui est propre. Donc, au Québec, on gère, c'est très particulier pour le saumon. Donc, chaque rivière est gérée un petit peu différemment parce que c'est une population distincte. Donc, pour la rivière Matapédia, les indicateurs qu'on a, ça va très bien. On n'a pas de souci à ce niveau-là. Donc, on considère que la population de saumon est vraiment en santé. Pour ce qui est de la population du bar rayé, bien ça, c'est différent parce que la population du bar rayé, ici, on parle surtout de la population du sud du Golfe qui se reproduit au Nouveau-Brunswick dans la rivière Miramichi. Fait que cette population-là, elle est gérée vraiment, c'est une population unique. Donc, on ne peut pas la morceler puis en faire des petits bouts par rivière. Donc, ces poissons-là se promènent. Fait qu'ils ont tout accès à l'ensemble du golfe, de l'estuaire. Et puis, ben là, depuis 1 an ou 2, là, ça s'avère que certains d'entre eux là, vont pénétrer dans la rivière. Donc, c'est une gestion quand même différente. Puis la population du sud du golfe, elle, malgré ce que les gens croient, oui, son abondance a augmenté parce que dans les années 90, là, cette population-là avait vraiment chuté, il n'y avait plus de pêche, tout était arrêté. Là, ça va mieux, mais pas encore en surabondance, là. Donc, il ne faut pas penser, parce qu'il y en a beaucoup dans la rivière, que cette population-là va faire des gros dommages. Faut rester encore prudent dans la gestion là, du bar rayé de la population du sud du Golfe. Et puis, c'est quoi l'impact du bar rayé, justement, sur le saumon? Parce que ça l'inquiète les gens. Là. Vous dites que présentement, il n'y a pas vraiment de danger, mais ce serait quoi les impacts du bar rayé sur le saumon? Bien, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de danger. C'est que pour le moment, la population de saumon va bien. Mais là, on ne le sait pas. Il y a des éléments qui nous restent à documenter. Par exemple, suite à l'augmentation du bar rayé, là, il y a quelques années, on avait documenté, on avait déjà travaillé là-dessus, là, le segment qui est plus vulnérable au bar rayé, là, où ce qu'on avait le plus peur qu'il y ait des interactions, c'est au niveau des saumonaux. Fait que c'est important de bien comprendre la biologie du saumon, puis c'est quoi tous ces segments-là de population. Fait que les saumonaux, eux, là, c'est des poissons qui sont prêts à sortir de la rivière au printemps pour dévaler vers la mer. Ça se passe ces temps-ci, là. Là, on travaille là-dessus dans les prochains jours. Donc, c'est le moment où ce que les saumonaux dévalent vers la mer. Puis là, ils dévalent en grande quantité. Donc, nous, on avait quand même des préoccupations pour savoir où si les saumonaux dévalent en grande quantité, puis que le bar rayé, il est vraiment très présent, là, peut-être qu'il pourrait y avoir, tu sais, des grosses mortalités. Ça a été évalué il y a quelques années. Puis on n'a pas de crainte là-dessus parce que la majorité des bars rayés, tous ceux qui sont de stade reproducteur, pendant la dévalaison des saumonaux, eux autres se retrouvent sur les sites de frai à la Miramichi. Fait qu'il y a très peu d'interactions. Fait que les saumonaux, ils ont le temps de descendre. Après ça, ils se dispersent. Puis le bar rayé, il n'est pas là encore. Fait que ça, c'est un élément qu'on a déjà documenté. Ensuite de ça, là, c'est plus l'élément qu'est-ce qui se passe en rivière. Là, ça, c'est moins connu. Quand le bar rayé monte en rivière, reste là assez longtemps, bien, ça, son impact au niveau des tacons, au niveau de l'interaction, tu sais, avec les saumons qui sont aussi dans la rivière, qui sont là aussi pour, tu sais, pour se reposer, là, en attendant la fraie qui va arriver à l'automne d'après, bien, ça, c'est moins documenté. Fait que c'est ça un peu, là, qu'on veut évaluer cette année. Puis au niveau de la pêche, pour les pêcheurs, le bar rayé, c'est quoi l'impact?
En fait, c'est ça. C'est que les pêcheurs, oui, il y avait, comme on parlait tantôt, une préoccupation pour que les populations de saumon soient pérennes, mais c'est aussi que eux, ça, tu sais, ça les influence dans leur bonne, je dirais pas le mot, là, pour avoir une pêche de qualité. OK. Fait que c'est ça aussi. Tu sais, il y a la pêche de qualité, puis il y a l'influence sur le saumon, c'est deux choses. OK. Donc, c'est sûr que les pêcheurs de saumon, s'ils visent le saumon, puis que là, c'est beaucoup le bar rayé qui mord, puis ça les empêche d'avoir une bonne pêche au saumon. Fait que ça, là, ça les achale un petit peu, les pêcheurs. Fait qu'il va falloir qu'ils s'adaptent, adapter leur technique pour moins capturer de bar rayé. Puis aussi, ce qui est important quand même de savoir, c'est que le bar rayé, il peut être conservé dans les rivières. OK. Puis en parlant avec des pêcheurs, bien, il y en a beaucoup qui ne le savaient pas. OK. Fait que ça, c'est important aussi de bien connaître la réglementation, parce qu'en rivière, même les rivières à saumon, les pêcheurs peuvent garder jusqu'à 3 barres rayées par jour d'une taille entre 50 et 65 cm. OK. Fait que ça aussi, là, c'est important que ça soit connu, cet élément-là. OK. Fait qu'ils peuvent, c'est un poisson qui peut être pêché, le bar rayé, là. Exactement. C'est un poisson qui est très recherché par les pêcheurs de bar rayé, peut-être moins par les pêcheurs de saumon, mais c'est quand même un poisson qui est très savoureux, une chair blanche, puis qui peut être conservé dans une taille de 50 à 65 cm. Parce que là, comme tu mentionnais, là, le bar rayé a une augmentation depuis les dernières années, c'est ça? C'est ça qu'on comprend? En fait, oui, il y a eu vraiment un crash là, dans les années 90-2000. La pêche, elle a été arrêtée. Puis là, ça a remonté tranquillement, mais depuis 5-7 ans, il y a quand même une stabilité. On a eu des hausses 2017 et 2022. Puis quand il y a une hausse au niveau de l'abondance, on voit quand même une répercussion chez nous l'année d'ensuite. Parce que là, il y a plus de poissons, ils se répartissent dans un plus grand endroit. Puis nous, au Québec, on a comme la queue, tu sais, on a comme la queue de cette abondance-là. Moins qu'il va en avoir, moins qu'on va en avoir au Québec. Puis on veut quand même continuer à faire cette pêche-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amateurs aussi là, qui sont vraiment contents de pouvoir pêcher le bar rayé maintenant, là. OK. Fait que dans le fond, l'inquiétude est plus sur la cohabitation entre le bar rayé et le saumon pour les pêcheurs de saumon et plus pour les pêcheurs de saumon parce que c'est beaucoup ça qu'on a ici dans notre secteur. Exactement. On a vu cet effet-là il y a quelques années en Gaspésie parce que les bars rayés rentraient plus. Tu sais, dans la Matapédia, c'est quand même un peu nouveau. Donc, les gens de la Gaspésie ont vécu ça il y a quelques années. Puis là, maintenant, ils se sont quand même adaptés, les pêcheurs. Fait que là, ils essayent de faire un petit peu des deux. Ils essayent de trouver aussi des méthodes de pêche là, qui pourraient soit favoriser une espèce ou l'autre. Là, dans la Matapédia, c'est nouveau. Fait que là, les gens, il va falloir qu'ils adaptent leur technique. Mais ça ne veut pas dire que on va voir le bar rayé année après année. Là. On ne le sait pas. Il est attiré dans la rivière. Notre hypothèse, c'est entre autres parce qu'il y a des gros bancs de Gaspareaux qui viennent se reproduire au printemps dans la rivière Matapédia. Puis l'année passée, on a vraiment entendu que le Gaspareau, il était très, très, très nombreux. Fait que nous, on pense que, tu sais, le bar rayé, il est là pour s'alimenter au printemps. Puis là, il voit des gros bancs de Gaspareaux y passer sous le nez qui rentrent dans la rivière. Fait qu'ils ont dû aimer ça. Puis ça, on va documenter ça aussi, là. Est-ce que ça fait si cette hypothèse-là est bonne. Est-ce que ça fait partie des nouveaux projets que vous allez mettre en place en 2024? Ça va être quoi les travaux, les recherches que vous allez faire dans les prochains mois? Oui, il y a plusieurs choses. Pour ce qui est des populations du Gaspareau, par contre, on aimerait ça mettre un suivi en place qui nous permettrait de suivre les fluctuations d'abondance. Mais là, ça, on va travailler là-dessus cette année pour essayer de mettre ça en place plus en 2025. Okay. Mais à court terme, on va faire plusieurs choses, là. Entre autres, on va travailler avec des guides repères, là. On va leur donner différents matériels, un protocole, puis on va leur donner des permis spéciaux qui vont leur permettre aussi de récolter les bars rayés dans la rivière de toute taille pour pouvoir conserver les contenus stomacaux. Puis là, on va pouvoir voir vraiment qu'est-ce qu'ils mangent, puis c'est quoi les proportions, est-ce qu'ils recherchent une proie en particulier? Habituellement, le bar rayé, non. Le bar rayé, il mange ce qu'il y a. Donc, il ne va pas rechercher des tacons de saumon en particulier, par exemple. Okay. Mais là, on va pouvoir mieux documenter ça, qu'est-ce qui se passe dans la rivière. Parfait. Bon. Bien, à suivre. J'imagine que vous allez nous tenir au courant de l'évolution puis des trouvailles que vous allez faire dans vos recherches et dans vos expérimentations. Certainement. Puis, tu sais, juste pour dire que
Nous, on ne travaille pas seul, on travaille de concert aussi avec les gens du milieu. C'est vraiment important que tout le monde s'implique, mais il ne faut pas s'improviser non plus. Ce n'est pas n'importe qui là, qui dit « Moi, je garde un bar rayé, je garde le contenu stomacal ». Il ne faut pas faire ça. C'est vraiment des gens là, qui collaborent avec nous, puis qu'on suit, puis qui savent comment appliquer le protocole. Ça, c'est important. Là. Anne-Marie Pelletier, biologiste à la gestion de la faune du Bas-Saint-Laurent. Merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue. C'était fort intéressant de discuter de ce sujet. Merci, ça m'a fait plaisir. Si vous avez des questions concernant la santé de la rivière Matapédia, vous pouvez contacter la Direction de la gestion de la faune du Bas-Saint-Laurent ou la Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia. C'est ce qui termine cette édition du 10 mai d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Causa-Absicale. Ne manquez pas ce dimanche à 12h30 le Télébingo spécial Fête des Mères avec un total en prix de 2500 $. Les cartes à jouer sont de couleur rose. Bonne chance! Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine et bonne Fête des Mères!